commencer tranquillement. On est lundi à 18h, du coup aussi les gens terminent leur journée aussi. Je le conçois bien. Voilà, du coup, c'est notre, je crois, cinquième ou sixième séance du séminaire de philosophie clinique organisée par la chaire de philosophie à l'Hôtel Dieu, qui, je rappelle, est un partenariat entre la PHP et l'ENS depuis plusieurs années, dont je suis responsable depuis le début de l'année, là, présentement. Et on va avoir, du coup sur coup, 2 séances sur la psychiatrie, d'ailleurs. Je le signale d'emblée, la séance suivante dans 15 jours est partagée par Marion Hendrix et Astrid Chevance autour de la question quelle méthode pour la psychiatrie. Mais pour la séance d'aujourd'hui, je suis très heureux de recevoir Anne Wallès, qui est doctorante à l'Université Paris 1 Panthéon-Sorbonne. Donc elle est allocataire là-bas, donc chargée de cours en même temps qu'elle fait son doctorat. Anne Wallès est agrégée de philosophie, elle est ancienne élève de l'IEP de Lille par ailleurs, et elle est en thèse sous la direction de Philippe Forest sur la catégorie diagnostique des troubles bipolaires. Et c'est justement de ce travail qu'elle vient nous parler ce soir, autour d'une question, du coup, troubles bipolaires ou psychose maniaco-dépressive, les enjeux d'une classification nosologique. Voilà, je te redis, Anne, que c'est un plaisir de pouvoir t'entendre, de t'accueillir, et je te donne du coup immédiatement la parole. Ok, bah, merci beaucoup Martin. Oui, effectivement, juste une petite précision, mon directeur de thèse s'appelle Denis Forest. Voilà, pardon. Oui. Sinon, tout est juste. Effectivement, donc moi, je travaille sur la catégorie des troubles bipolaires et je vais vous parler des questions et des enjeux qui se posent autour de cette catégorie des troubles bipolaires et notamment des enjeux qui se posent dans le passage de la catégorie de la psychose maniaco-dépressive aux troubles bipolaires, puisque c'est particulièrement ce changement de catégorie qui m'intéresse. Donc, mon point de départ, effectivement, c'est celui-ci, c'est l'observation de l'évolution de la catégorie diagnostique de la psychose maniaco-dépressive aux troubles bipolaires. Et les questions principales que je me pose dans le cadre de ce travail sont, premièrement, comment on explique le passage de l'une à l'autre catégorie, quelles sont les raisons historiques du passage de l'une à l'autre catégorie, mais aussi je cherche à étudier la catégorie des troubles bipolaires sous l'angle du paradigme ou bien d'une forme sociale de connaissance, c'est-à-dire qu'est-ce que la catégorie nous permet de dire de nos représentations sociales, mais aussi quels effets elle produit. Et enfin, une question davantage normative, c'est-à-dire est-ce que la catégorie est adaptée et adaptée selon quels critères, ce qui revient aussi à répondre à la question, à reposer la question de ce que c'est qu'une bonne catégorie dans le cadre de la psychiatrie, qu'est-ce que c'est qu'une bonne catégorie diagnostique. Donc la catégorie des troubles bipolaires telle qu'on la connaît, on peut dire qu'elle apparaît dans le DSM-3, donc en 1980. Même s'il y a eu quelques modifications entre le DSM-3 et le DSM-5, ce n'est pas des modifications qui sont vraiment substantielles. Et donc, dans le DSM-5, on a 4 catégories ou sous-catégories de troubles bipolaires. Donc, ce qu'on appelle le trouble bipolaire de type 1, dans lequel alternent la manie et la dépression. Le trouble bipolaire de type 2, dans lequel alternent l'hypomanie et la dépression. Et ensuite, 2 autres sous-catégories, ce qu'on appelle la cyclothymie, et enfin, une catégorie de troubles bipolaires non spécifiés, donc pour des diagnostics pour lesquels on n'a pas assez de critères pour rentrer dans les autres catégories, en fait. Et donc, notamment, ce qui nous intéresse, c'est la catégorie de troubles bipolaires de type 1, qui alterne la manie et la dépression. Donc, a priori, c'est la catégorie qui ressemble le plus à l'ancienne psychose maniaco-dépressive, qui correspond le mieux à l'ancienne psychose maniaco-dépressive. Pour diagnostiquer les troubles bipolaires de type 1,
il suffit d'un épisode maniaque. Donc ensuite, comment ça se présente dans le DSM? On a du coup les critères diagnostiques de l'épisode maniaque. Ce qui est important, c'est que donc, le premier critère est le plus important, le critère A, parce qu'il y a deux sous-critères nécessaires. Premièrement, l'exaltation de l'humeur et deuxièmement, une augmentation anormale de l'activité que l'on dit, je cite, dirigée vers un but. Donc, en gros, c'est les deux critères nécessaires de la manie sont ceux-là. Et ensuite, vous avez une liste de 7 symptômes et l'épisode doit présenter au moins 3 des caractéristiques sur les 7 pour pouvoir répondre aux critères de la manie. Et donc, c'est des critères, une liste de critères qui sont descriptifs. Et parmi les critères, le premier critère qui me semble assez important, c'est le critère de l'estime de soi exagérée ou des idées de grandeur. Et notamment, ce qui est important dans ce critère, c'est qu'on ne fait plus référence ici à la notion de délire. Alors que dans la psychose maniaco-dépressive, notamment, ce qui est central, c'est que les idées de grandeur sont délirantes. Et ensuite, le troisième critère, le critère C, c'est le critère selon lequel cet épisode d'humeur anormalement élevée et d'activité anormalement élevée soit altère le fonctionnement de la personne, soit nécessite une hospitalisation, soit a des caractéristiques psychotiques. Donc il faut aussi là qu'il y ait une des 3 caractéristiques qui soit remplie pour qu'on puisse diagnostiquer l'épisode maniaque. Ensuite, vous avez le trouble bipolaire de type 1 qui consiste à alterner ce qu'on appelle l'hypomanie et la dépression. Et l'épisode hypomaniaque, je ne vais pas rentrer dans le détail, mais en gros, se caractérise comme un épisode maniaque, mais d'intensité moindre. C'est vraiment la question de l'intensité qui entre en jeu ici pour différencier l'épisode maniaque et l'épisode hypomaniaque. Et donc, ce que l'on peut observer dans cette catégorie des troubles bipolaires, c'est premièrement, comme je vous le disais, qu'il y a une disparition de la notion de délire, ainsi que de la notion de psychose. Donc ça, c'est un des partis pris du DSM, c'est d'évacuer les notions à des explications étiologiques ou à des classifications qui mettent en jeu en fait des discussions théoriques sur le type d'étiologie. Donc, on cherche à éviter à tout prix la référence à la psychose. Mais du coup, ce qui disparaît, c'est aussi la notion de délire. On le retrouve seulement dans le critère C. Ça veut dire qu'on peut avoir une caractéristique psychotique ou délirante, mais pas nécessairement. Ça peut être aussi une hospitalisation ou le fait un peu vague que l'épisode altère le fonctionnement de la personne qui permet de caractériser la manie. Deuxième chose importante dans cette catégorie des troubles bipolaires, c'est que ce qui devient central ici, c'est la variation d'humeur. C'est la variation d'humeur, donc élevée dans la manie, trop élevée dans la manie, trop faible dans la dépression. On a aussi une troisième caractéristique, c'est l'apparition de la notion d'hypomanie, puisque voilà, on a une forme atténuée de la manie, donc cette notion assez récente et qui va bien aussi dans cette dimension, dans cette compréhension des troubles bipolaires comme variation d'humeur. Donc c'est une variation d'humeur, mais qui est moins forte que celle des troubles bipolaires de type 1. Ce qui est important aussi avec l'hypomanie, c'est que on cherche dans de nombreux cas de dépression récurrente ou de dépression résistante, on va suspecter en fait un trouble bipolaire qu'on n'aurait pas réussi à diagnostiquer, et du coup le psychiatre ou le clinicien va chercher à détecter une forme d'hypomanie, c'est-à-dire à détecter une forme d'élation ou d'élévation de l'humeur, mais qui n'aurait pas été apparu jusque-là aux yeux du patient ou aux yeux de son entourage. Donc, on va lui donner des conseils pour essayer de détecter si dans son histoire personnelle, il n'y a pas eu des formes d'élévation de l'humeur, mais
qui seraient passés inaperçus en tant que, voilà, c'est pas de la manie, mais de l'hypomanie. Et du coup, on a aussi ici un abaissement de ce qui est remarquable dans le domaine du pathologique. Autre chose qui caractérise cette classification de troubles bipolaires, c'est qu'on a un élargissement en fait, de la catégorie vers ce qu'on appelle le spectre des troubles bipolaires, avec justement les troubles bipolaires de type 2 qui impliquent la manie, mais aussi avec la cyclothymie qui est encore en fait une variation d'humeur de moins grande intensité, avec des hypomanies et des dépressions moins importantes. Et dernier élément qui me semble majeur dans cette catégorie, c'est le présupposé de chronicité ou de fatalité des troubles bipolaires, puisque un épisode maniaque suffit pour diagnostiquer le trouble bipolaire. C'est-à-dire qu'à partir d'un épisode maniaque, on considère que la personne nécessairement va enchaîner les épisodes de variation d'humeur entre manie et dépression. Et donc, on évacue notamment d'autres types de diagnostics. Il y a un diagnostic qui est assez français dans la clinique qui s'appelle le diagnostic de bouffée délirante aiguë, en fait, qui considère qu'on peut simplement faire un épisode maniaque et ensuite ne pas refaire d'épisodes délirants ou qui relèvent de la psychiatrie dans le reste de sa vie. Et donc, avec en tout cas la catégorie des troubles bipolaires telle qu'elle est formulée dans le DSM, on évacue cette possibilité de bouffée délirante aiguë. Et donc, et autre élément qui me semble important, mais j'y reviendrai, c'est que le DSM présuppose un athéorisme, mais en réalité, il est surtout compatible avec le modèle biologique de la psychiatrie. Et donc, je reviendrai là-dessus plus en détail. En tout cas, les troubles bipolaires sont conçus comme une variation d'humeur, principalement, et cela, on peut le lier à une explication étiologique qui est que cette variation d'humeur est due à un dysfonctionnement neurobiologique. Je reviendrai là-dessus. Pour ce qui est de la psychose maniaco-dépressive, alors c'est une catégorie... il y a eu une évolution historique jusqu'au trouble bipolaire. Il n'y a pas de conception unique de la psychose maniaco-dépressive. On dit psychose maniaco-dépressive ou maladie maniaco-dépressive ou folie circulaire ou folie à double forme. Il y a tout un tas de conceptions distinctes. Et donc, la catégorie n'a pas une histoire linéaire. Elle va prendre des aspects divers selon les psychiatres ou aussi les conceptions psychanalytiques. Depuis la folie circulaire de Falleret en 1854, jusqu'à, on peut dire, Henry Hay, qui est un peu le grand psychiatre des années 50 en France. Mais j'ai choisi quand même d'opposer la psychose maniaco-dépressive au trouble bipolaire, en considérant que dans toute cette histoire, il y a quand même beaucoup de choses qui sont communes, et il y a des caractéristiques communes qui me semblent importantes. Premièrement, c'est que dans toutes ces catégories, la description de la catégorie, la description des symptômes, s'exprime plutôt dans de très longues descriptions des symptômes, avec de nombreux exemples de patients. Donc, c'est un style très expressif, voire littéraire de la psychiatrie. Ça consiste même comme un exercice de style, en fait, un genre à part entière de ces descriptions classiques de la psychiatrie, avec une réflexion aussi sur les sous-catégories, mais plutôt une insistance sur la grande variation entre les individus. Donc, c'est pour ça qu'on va développer des grandes descriptions et des variations entre les individus selon le type d'idée délirante, selon le type d'humeur dominante, qui peut être une humeur agitée, une humeur exaltée, une humeur angoissée, etc., ou selon la manière dont les épisodes s'alternent. En tout cas, on a des descriptions assez foisonnantes. Et dans cette grande richesse de description des symptômes, on va dans ces descriptions, chercher à donner sens aux symptômes et à donner sens à la liaison des symptômes entre eux. On va chercher à leur donner une cohérence et également d'expliquer par une étiologie qui est souvent psychodynamique, mais de nombreux modèles vont chercher à concilier en fait aspect biologique et psychodynamique
dans la recherche des causes. Troisième élément qui me paraît central et qui fait qu'on peut rassembler toutes ces différentes conceptions en une catégorie ou plutôt un paradigme, c'est que la manie est toujours caractérisée par des idées délirantes, mais aussi la dépression. C'est-à-dire qu'on va travailler sur la dimension qualitative de l'humeur et la mélancolie va être distinguée de la dépression endogène. La mélancolie plutôt va être considérée comme dépression endogène que l'on va distinguer de la dépression exogène ou névrotique. Et donc, il va y avoir un travail sur la notion d'idées délirantes dans la manie, mais aussi dans la dépression. Et donc, on a des idées de grandeur qui sont délirantes dans la manie, mais des idées de petitesse, d'auto-accusation qui sont délirantes aussi dans la dépression. Et donc, on va chercher à lier notamment la variation affective avec la dimension cognitive du trouble. On cherche à rendre compte de l'articulation des deux, de l'affectif et du cognitif. Autre élément, c'est que la plupart du temps, la psychose maniaco-dépressive est classée dans les psychoses, même si ce n'est pas le cas dans toutes les catégories. Et donc, on voit que dans le DSM, ce n'est plus le cas puisqu'on cherche à évacuer cette référence trop lourde à la psychanalyse. D'ailleurs, du point de vue de cette distinction entre névrose et psychose, si on tient qu'elle a un sens, il est possible que la catégorie des troubles bipolaires permette aujourd'hui de regrouper des patients que l'on aurait diagnostiqués névrotiques et d'autres que l'on aurait diagnostiqués psychotiques et qui auraient en commun cette variation d'humeur. Et enfin, dernier élément qui fait qu'on peut rapprocher ces différentes approches, c'est que ce qui est central dans ces catégories, ce n'est pas la variation d'humeur, mais l'unité que l'on cherche à donner à ces deux états. L'unité qu'il y a entre la manie et la dépression, par exemple, par rapport à un idéal que l'on atteint ou pas, un idéal qu'on atteindrait dans la manie et qu'on n'atteindrait pas dans la dépression. Il y a plusieurs modèles, mais en tout cas, ce qui est commun, c'est cette recherche d'unité. Et notamment, Falleret, quand il a rapproché la manie et la dépression en disant que c'est relevé d'un même état, alors qu'avant, c'était distingué comme deux états ou deux maladies différentes. Il le rapproche parce que, selon lui, il y a quelque chose de similaire dans ces deux états, et donc au niveau qualitatif. Et donc, c'est la raison pour laquelle il va former cette catégorie de folie circulaire. Donc, après cette introduction, pour bien vous mettre dans le bain et vous donner un peu les différentes catégories et comment on passe de l'une à l'autre, je vais vous expliquer un peu le plan que je vais suivre. Donc, premièrement, je vais m'intéresser à cette question de l'histoire, c'est-à-dire pour quelles raisons on passe de l'une à l'autre catégorie. Donc, c'est ce que je cherche à déterminer dans ma thèse. Pour l'instant, on va dire que j'ai surtout des pistes, des hypothèses que je voudrais vous présenter. Deuxièmement, je vais vous présenter ce que j'entends par une étude de la catégorie des troubles bipolaires comme paradigme scientifique. Qu'est-ce qui m'intéresse là-dedans? C'est-à-dire en quoi les troubles bipolaires sont solidaires d'un ensemble de représentations sur ce qu'est la psychiatrie, sur en quoi consiste le soin en psychiatrie, sur une idée de l'homme, donc une anthropologie, mais aussi une éthique liée à la pratique clinique. Et quels effets produit cette catégorie? Et c'est notamment par rapport à la question des effets qu'elle produit que j'envisage de mener mon étude normative. Et ensuite, dans un troisième temps, j'étudierai ce que l'on peut tirer ou ce que l'on peut apprendre d'une approche compréhensive des troubles bipolaires ou de la psychose maniaco-dépressive telle qu'elle s'est déroulée dans l'histoire de la psychiatrie avant cette catégorie du DSM. Et enfin, dernièrement, quatrièmement, je m'intéresserai à la question de savoir au service de quoi la catégorie des troubles bipolaires est-elle, comment le formuler mieux, plutôt le risque que la psychiatrie toujours soit au service du biologique social et donc
quel type de logique sociale peut-être permet d'entretenir la catégorie des troubles bipolaires. Ça sera aussi des pistes parce que voilà, je vous présente à la fois les questions que je me pose et les pistes de recherche que j'ai à ce stade de ma recherche. Donc, la question de l'histoire, la question des raisons du passage de l'une à l'autre catégorie. J'ai 3 hypothèses sur cette dimension qui permet d'expliquer le point de basculement. Premièrement, c'est la question de l'autorisation de commercialisation du lithium à des fins thérapeutiques en 1971. Donc, on a découvert auparavant, on a fait des tests auparavant sur les effets du lithium qui permettent en fait de réguler l'humeur. Mais c'est vraiment en 1971 que la Food and Drug Administration américaine, donc la FDA, va autoriser que le lithium soit utilisé dans le cadre thérapeutique et donc qu'il soit commercialisé. Je pense que c'est vraiment une date charnière, 1971, puisque à partir du moment où on peut agir sur la dimension biologique de l'humeur, on peut agir via le lithium sur les hormones qui sont liées à l'humeur, alors on va avoir une conception des troubles bipolaires comme une maladie centralement liée aux variations d'humeur. Et donc, c'est le fait même qu'on puisse avoir une action sur l'humeur qui va entraîner une conception de la catégorie comme dysfonctionnement de la régulation de l'humeur. C'est-à-dire que je pense qu'on va avoir tendance à réduire la catégorie à ce sur quoi on peut agir, à ce sur quoi on a des moyens d'agir. Deuxième hypothèse, deuxième en tout cas direction de mon étude jusqu'à présent, c'est la logique à laquelle répond le DSM-3, qui est un tournant par rapport au précédent DSM. Donc, le DSM-3 date de 1980. Donc c'est le manuel diagnostique et statistique des troubles mentaux qui est issu de la psychiatrie américaine. Et on peut voir dans la logique qui préside à ce manuel plusieurs éléments qui expliquent la manière dont on va concevoir les troubles bipolaires à l'intérieur du DSM. Premièrement, la volonté de rédiger une nosologie qui est consensuelle, c'est-à-dire qui est athéorique, qui ne prend pas parti pour telle ou telle étiologie psychodynamique ou biologique ou sociale, etc. Et donc, une logique consensuelle sur laquelle puissent s'accorder tous les médecins psychiatres. En effet, un des problèmes de départ du DSM, c'est on constate en fait les désaccords diagnostiques très grands d'un pays à l'autre, mais aussi d'un hôpital à l'autre, même dans une même ville. Donc, le but, c'est d'harmoniser les diagnostics. Deuxième élément de cette logique du DSM-3, c'est l'approche descriptive qu'on a un peu vu tout à l'heure quand je vous ai présenté la catégorie des troubles bipolaires. Donc, notamment dans ce but d'être athéorique, mais aussi parce que le DSM est orienté vers la recherche et vers les enquêtes épidémiologiques, c'est manuel diagnostique et statistique des troubles mentaux. La notion de statistique est importante, c'est-à-dire que la manière dont on décrit les symptômes ne doit pas impliquer une connaissance clinique. Il ne doit pas y avoir de connaissance qui est impliquée dans la description, et donc n'importe qui en fait doit pouvoir comprendre ce dont il s'agit en lisant les critères diagnostiques, notamment pour que des personnes qui vont faire des études statistiques et qui ne sont pas cliniciens puissent comprendre ce dont il s'agit. Et troisième élément, c'est que l'approche du DSM est syndromique. On est toujours dans cette logique d'athéorisme, mais syndromique, ça veut dire qu'on a une liste de symptômes que l'on regroupe entre eux parce qu'ils se manifestent souvent ensemble, mais pas par référence à une étiologie ou pas parce qu'on pense qu'on va identifier de cette manière-là une espèce naturelle ou une entité naturelle. Voilà, mais on a une liste de symptômes. Troisième piste de direction de mes recherches historiques, c'est plutôt la question des institutions, la question des politiques de santé mentale, notamment que l'on a depuis les années 80 dans la psychiatrie.
les politiques de santé mentale depuis les années 80 sont liées en fait à des questions de rigueur budgétaire, à l'entrée ou la dominante de la gestion comme outil principal de la décision et de l'efficacité, et toute l'école de ce qu'on appelle le New Public Management, et donc qui transforme en fait les institutions publiques selon les critères de l'entreprise, avec des budgets qui vont être alloués et resserrés, et qui doivent répondre à des critères d'efficacité qui sont externes à leur objet. Et donc, le secteur public de santé va se structurer autour de normes comme les normes ISO, et de systèmes de tarification de l'activité, comme donc, le système T2A. Hein. Et pour des questions aussi budgétaires, la psychiatrie va de plus en plus être tournée vers la question du traitement des crises en urgence, le traitement de crise et l'urgence, et du coup va resserrer son mode d'intervention sur la question du diagnostic et du traitement, en abandonnant un accompagnement peut-être plus quotidien, ou la prise en charge dans des structures vraiment au long cours, qui est plus coûteux, hein, en laissant le suivi au long cours, ou plutôt quotidien, à des structures médico-sociales ou aux familles. Donc voilà, bon, ça c'est encore c'est des hypothèses, hein. Il reste à affiner tout ça, à articuler véritablement comment ces trois dimensions ont une conséquence sur la manière de diagnostiquer, mais je pense que c'est des pistes intéressantes. Et donc, deuxième point que je voudrais vous présenter, c'est la manière dont on peut réfléchir à la catégorie des troubles bipolaires comme un paradigme scientifique. Et également quels effets produisent cette catégorie des troubles bipolaires. Alors, cette partie de ma thèse s'appuie sur une enquête de terrain. Donc, je suis plutôt au début de cette enquête de terrain. Mais en tout cas, l'objet de mon terrain, c'est dans un premier temps, via des entretiens compréhensifs avec des psychiatres qui sont d'institutions différentes, et qui ont un rapport différent à la catégorie des troubles bipolaires. Ça peut être autant des personnes qui sont vraiment convaincues que cette catégorie est la plus adaptée aux soins, que des personnes qui vont être plutôt réfractaires à l'utilisation de cette catégorie. Mais évidemment, ça, c'est un peu deux pôles extrêmes. Il y a tout un spectre, on peut dire, de psychiatres qui se trouvent plutôt entre les deux, soit qui vont utiliser la catégorie des troubles bipolaires, mais sans forcément avoir un système de représentation très précis sur la manière ou la raison pour laquelle ils vont utiliser cette catégorie. Simplement, ça fonctionne bien dans la clinique, c'est utile. Et d'autres qui vont avoir un rapport peut-être plus lâche aux catégories. Voilà, je pense que j'ai eu des entretiens avec des psychiatres qui ne savent pas, par exemple, vraiment qu'est-ce qu'il y a dans le DSM-5. La classification ne les intéresse pas nécessairement, mais je pense qu'il y a quand même un effet en fait, de ces classifications sur la clinique, et donc c'est ça qui m'intéresse. Ce qui m'intéresse en tout cas avec ces enquêtes et ces entretiens avec les psychiatres, c'est de voir dans chaque cas, en fonction de l'institution dans laquelle ils travaillent et en fonction du rapport qu'ils entretiennent à cette catégorie-là, de voir l'ensemble de leurs représentations, c'est-à-dire les représentations qu'ils vont avoir sur ce qu'est le but de leur mission en tant que psychiatre, qu'est-ce que c'est qu'une maladie psychique, quelles conceptions ils peuvent avoir de l'humeur et des émotions, etc. Et donc, premièrement, peut-être petit A par rapport à cette question des troubles bipolaires comme paradigme scientifique, qu'est-ce que c'est le paradigme qui est lié à cette question des troubles bipolaires? Donc, quel paradigme on a avec cette catégorie? Donc, la notion de paradigme, hein, c'est une notion de philosophie des sciences qui est liée notamment à la théorie de Kuhn. Et donc, on peut définir de manière assez générale un paradigme comme une représentation du monde, une manière de voir les choses, un modèle cohérent du monde qui va reposer sur un modèle théorique, sur un courant de pensée, etc.
Et donc, je cite Kuhn rapidement pour avoir un peu une idée générale. Pour Kuhn, les paradigmes sont des découvertes scientifiques universellement reconnues qui, pour un temps, fournissent à un groupe de chercheurs des problèmes types et des solutions. Le paradigme, il peut être explicite, il peut être aussi implicite. L'ensemble des représentations peut ne pas être explicite, par exemple, pour les psychiatres, comme je le disais tout à l'heure. Et les paradigmes implicites sont liés notamment aux pratiques et aux croyances dominantes qui sont partagées dans une collectivité. Les éléments qu'on a dans un paradigme scientifique pour Kuhn, c'est premièrement un ensemble d'observations et de faits qui sont avérés. Deuxièmement, un ensemble de questions en relation avec le sujet qui se posent et qui doivent être résolues. Troisièmement, des indications méthodologiques, ça veut dire la manière de comment ces questions en fait doivent être posées. Et quatrièmement, comment les résultats de la recherche doivent être interprétés. Il y a aussi une conception qui m'intéresse, c'est la conception de la matrice disciplinaire de Rosen, qui est un historien, en fait, qui réfléchit à la question de la formation de la connaissance historique. Je vous dis tout ça parce qu'en fait, je suis à la recherche du modèle de paradigme qui est le plus approprié en fait à la pratique psychiatrique. Du coup, c'est intéressant pour moi de faire un détour par ce qu'est la matrice disciplinaire pour Rosen. Pour lui, la pensée historique est initiée premièrement par les besoins de la vie pratique. Donc, il y a cette dimension de besoin de la vie pratique qui me semble intéressante aussi à pouvoir mobiliser dans la clinique psychiatrique. Deuxièmement, ces besoins se transforment en intérêts scientifiques. Troisièmement, ces intérêts sont transformés en perspectives d'orientation. Quatrièmement, les méthodes scientifiques transforment ces perspectives en représentation du passé. Et cinquièmement, les connaissances acquises peuvent être efficaces dans les processus d'orientation historique ou dans les décisions à prendre. Et donc, en ce moment, je suis un peu aussi en train de chercher quel est le modèle le plus adapté pour la psychiatrie ou quels sont les éléments qui sont solidaires les uns les autres qu'il faut à tout prix prendre en compte et comment ils fonctionnent les uns par rapport aux autres. Et donc, je vais vous présenter l'hypothèse sur laquelle je travaille, à la fois en vous donnant immédiatement ce qu'il en est pour le paradigme des troubles bipolaires et puis les catégories que j'ai pu identifier. Donc, pour la psychiatrie et plus spécifiquement pour une catégorie diagnostique, je pense qu'on peut identifier premièrement une définition de ce qu'est la pathologie en question, donc une définition des troubles bipolaires et des caractéristiques diagnostiques qui y sont associées. Donc ça, c'est ce que je vous ai exposé en tout début dans l'introduction pour le DSM-5. Deuxièmement, une étiologie. Et il m'apparaît que l'étiologie, malgré le parti pris qui est anétiologique du DSM, l'étiologie qui fonctionne le mieux dans ce paradigme, c'est une étiologie biologique, où on explique les troubles bipolaires par un dérèglement au niveau des neurotransmetteurs, et donc qui va entraîner une dérégulation des hormones qui sont liées à l'humeur, d'où des réactions excessives qui sont présupposées être sans lien avec la gravité des événements de la vie, et donc ce dérèglement lui-même étant lié à un patrimoine génétique. Donc ce qui dysfonctionne, c'est la fonction de régulation des humeurs. Troisième élément du paradigme, une conception de ce qu'est une maladie psychique. Donc là, on peut dire que la maladie psychique dans ce paradigme, c'est un dysfonctionnement. Quatrièmement, une conception de la finalité du soin pour les personnes bipolaires. La finalité du soin, c'est stabiliser l'humeur. Cinquièmement, une conception des émotions et des humeurs. Donc ça, j'y reviendrai parce que c'est quelque chose sur lequel je vais travailler un peu plus en détail, donc je vous expliquerai un peu plus tard comment on peut déterminer cette conception des émotions et des humeurs. Sixièmement, une conception de la psychiatrie. On peut dire qu'il y a deux éléments, à la fois dans sa dimension épistémologique, c'est-à-dire ce que c'est que la psychiatrie,
et aussi dans sa dimension éthique, ce qu'elle fait, ce qu'elle vise. Et donc, pour cet élément-là, on peut dire que par rapport à la catégorie des troubles bipolaires, la psychiatrie, c'est une pratique qui est liée à l'application d'une science et qui a vocation à se fondre dans la neurologie. S'il y a des choses que vous voulez que je justifie plus par la suite, on y reviendra peut-être plus tard, mais pour l'instant, j'en reste là. Septièmement, une définition de ce qu'est la santé mentale. Et donc ici, pour la catégorie, c'est avoir un niveau d'humeur qui permet à la personne de fonctionner, c'est-à-dire à retrouver ses capacités à travailler et à avoir des relations sociales. C'est important, je pense, l'idée de fonctionner, puisque c'est lié au dysfonctionnement d'une fonction, de la fonction de l'humeur. Mais aussi, ça je reviendrai là-dessus, mais je pense qu'on peut aussi ajouter dans ce paradigme la question de une réponse à la question de la vie bonne, puisque en fait la définition de la santé mentale est toujours liée à la question de ce qu'est une vie bonne. Et donc ça, on peut aussi voir que par ce biais-là est impliqué ici en fait des représentations qui sont sociales et culturelles. Ensuite, également un rapport aux patients. Et donc là, pour la catégorie des troubles bipolaires, on peut déterminer que le rapport aux patients, c'est plutôt un rapport entre d'un côté le médecin comme sujet connaissant et de l'autre côté le patient comme objet du soin qui présente une fonction défaillante à traiter. Et dernièrement, dans ce paradigme, une conception de l'homme ou une anthropologie. Et là, j'espère que je ne vais pas être trop provocatrice, mais je pense que l'anthropologie, c'est un agrégat de fonctions biologiques. Petite note sur ce que je viens d'expliquer. Évidemment, la dimension de paradigme, ça implique que tous les psychiatres ne vont pas avoir l'ensemble de ces représentations que je viens d'énumérer, même de manière implicite, mais que c'est le modèle qui structure à un moment donné la pratique psychiatrique. Et donc, il y a une possibilité qu'il y ait différents courants, notamment des courants minoritaires qui vont contester, par exemple, la catégorie des troubles bipolaires telle qu'elle est formée, parce qu'ils seraient, par exemple, en désaccord avec tel ou tel élément du paradigme que je viens d'exposer. Mais aussi parce que certains vont refuser l'usage des catégories ou parce qu'ils vont utiliser une autre nosographie ou bien défendre une autre manière d'utiliser les catégories. Et comme je le disais tout à l'heure, c'est possible que les médecins qui usent de la catégorie des troubles bipolaires l'usent sans se référer au DSM parce qu'ils n'ont pas besoin de connaître le détail de la description du DSM dans la pratique clinique. Et donc, ils pourront avoir, par exemple, des conceptions différentes sur certaines composantes du paradigme, mais c'est possible aussi que leur conception, à ce moment-là, ne soit pas cohérente, parce qu'ils n'ont pas besoin forcément d'avoir une conception cohérente de ce qu'est l'homme, de ce qu'est la psychiatrie, etc., pour la pratique clinique. Et donc, voilà, petite note sur l'usage de cette notion de paradigme. On peut aussi s'en référer à la typologie des médecins psychiatres qui a été élaborée par une sociologue qui s'appelle Caroline Guibé-Lafaille, où en fait elle déploie 5 modèles de psychiatres. Et je ne vais pas rentrer dans le détail de cette étude, mais pour chaque psychiatre, on va classer en fait ces 5 manières, enfin, ces 5 paradigmes, on peut dire, de la clinique psychiatrique selon les critères, premièrement, de ce qu'est une pathologie mentale. Donc, en gros, selon la question par exemple, pour le modèle médical qui est proche de ce que je viens de développer, ce qu'est une pathologie mentale, c'est le fait qu'on puisse identifier des symptômes et remonter à une étiologie. Mais on a aussi d'autres modèles alternatifs, comme le modèle de l'aliénation, c'est-à-dire considérer qu'une pathologie mentale, c'est une pathologie de la liberté, ou bien autre possibilité de penser que la pathologie mentale, c'est une forme d'être au monde ou une solution psychique qui est trouvée par le sujet
pour se préserver, ou bien que la pathologie mentale, c'est principalement une perception inadéquate de la réalité, ce qu'on appelle aussi l'anosognosie. Et enfin, cinquième possibilité, définir la pathologie mentale comme un accident dans un parcours de vie ou une souffrance. Deuxième élément de classification selon cette typologie, c'est le rapport à l'usage de la contrainte en psychiatrie. En gros, ça va de la contrainte est nécessaire à c'est une violence qu'il faut rejeter. Il y a tout un panel de possibilités entre eux. Quatrièmement, une conception des missions de la psychiatrie. Est-ce que c'est répondre à la souffrance? Est-ce que c'est protéger la personne et ou protéger la société? Est-ce que c'est la question de l'égalité de l'accès aux soins? Donc, c'est aussi qu'est-ce qui est premier en fait dans la pratique pour le psychiatre, qu'est-ce qu'il va chercher à défendre, à quelles questions il va chercher à répondre. Et quatrièmement, un modèle épistémologique de la psychiatrie, notamment par rapport à la question de savoir en fait si la psychiatrie a une spécificité ou non dans le champ de la médecine. Est-ce que c'est une médecine comme la médecine somatique ou est-ce que la psychiatrie a une spécificité? Et donc, ce qui m'intéresse dans ces 5 modèles, par rapport à la catégorie des troubles bipolaires, c'est plutôt le modèle médical, puisque ce qui caractérise le modèle médical, c'est le fait que la pratique psychiatrique est caractérisée principalement par le diagnostic, donc l'identification de la pathologie et le traitement, dans une logique de résolution de problèmes à partir de symptômes, et qu'elle se fonde sur un modèle biologique ou physiologique où la pathologie est formulée en termes de dysfonctionnement et de défauts, qui s'oppose notamment en fait à ce qu'on appelle le modèle holiste, qui va envisager le patient comme une personne en lien avec son environnement et qui est appréhendé dans la pluralité de ses dimensions, c'est-à-dire non seulement biologique, mais aussi émotionnelle, mentale, spirituelle. Et donc, ils vont, modèle holiste qui va admettre une causalité plurielle à l'origine du problème pathologique qui est en jeu. Dernier élément sur cette question du paradigme des troubles bipolaires, c'est la question des modèles des émotions et de l'humeur qui est impliquée dans ce paradigme. Donc, je vous avais annoncé tout à l'heure que je le laissais un peu à plus tard. Ce qui m'apparaît central, c'est que puisque on considère que les idées délirantes ne sont pas centrales, ce qui apparaît aussi dans la manière de se rapporter à la pathologie dans la clinique par rapport à cette catégorie, c'est que les idées délirantes du patient ne sont pas importantes dans le sens qu'elles n'ont pas de sens en elles-mêmes et qu'elles ne sont que des conséquences d'un excès d'humeur, d'une humeur haute ou élevée. Donc, c'est-à-dire que les humeurs hautes vont entraîner les idées de grandeur. Et donc, on a un modèle biologique de l'émotion où les cognitions, c'est-à-dire les idées, les jugements qui sont impliqués dans l'émotion, sont pensés comme les conséquences de l'humeur comme substrat biologique. Et donc, le modèle qui fonctionne le mieux avec cette catégorie, c'est le modèle biologique des émotions. Alors, il y a plein de réflexions autour et de discussions autour de ce modèle biologique des émotions, mais dans le champ contemporain et de la biologie, mais aussi de la philosophie des émotions, on peut dire qu'autour de ce modèle biologique, on va tourner en fait autour de variations sur la thèse de Janet, qui consiste à dire qu'une émotion, c'est une perception d'un changement dans le corps et que ce changement dans le corps survient en réaction à l'environnement. Donc on a un modèle qui est biologique, mais aussi un modèle qui est causal, puisqu'il cherche à remonter à la cause des émotions. Et donc, des modèles qui sont biologiques, mais aussi des modèles qui s'inscrivent dans le cadre évolutionniste, puisque la réaction du corps, c'est le résultat de l'évolution. Et donc, l'émotion, c'est une réaction corporelle qui est adaptée à un stade de l'évolution en fonction de la finalité de préservation de la vie. Une dimension qui m'intéresse particulièrement, c'est les travaux autour de la différence entre les émotions et les humeurs. Je vais passer rapidement là-dessus, mais en tout cas, on va chercher notamment à distinguer
les émotions et les humeurs en cherchant à savoir si les humeurs sont intentionnelles, c'est-à-dire on considère toujours que les émotions ont des objets, c'est-à-dire on est en colère ou triste ou joyeux à propos de quelque chose, mais que les humeurs n'ont pas forcément d'objet, c'est-à-dire qu'on peut être d'humeur maussade ou déprimé sans qu'il y ait forcément d'objet qui soit lié à cette humeur. Et donc, toujours dans ce cadre biologique et dans ce cadre évolutionniste, un philosophe qui m'intéresse particulièrement, c'est Prince, puisque lui, il va prendre en charge, mais dans ce cadre biologique et évolutionniste, la question de l'intentionnalité de l'humeur, puisqu'il va dire que les humeurs sont intentionnelles, mais que les objets de l'humeur, ce sont les buts que l'on poursuit dans la vie. Les émotions ont des objets qui sont localisés, et donc qui correspondent à un changement localisé entre l'organisme et l'environnement, alors que les humeurs vont relever d'un changement global entre l'organisme et l'environnement. Et donc, en gros, ce qu'il dit, c'est que l'humeur, elle indique un état général par rapport à comment nous nous sentons dans la vie, par rapport aux buts que nous poursuivons, c'est-à-dire par rapport aux buts qui sont placés les plus hauts dans la hiérarchie de nos buts. Et donc, par exemple, la perte d'un travail, dans le cadre de la perte d'un travail, l'humeur dépressive va indiquer l'échec à atteindre un but qui est élevé dans la hiérarchie de nos buts. Voilà. Mais ce n'est pas en fait l'état cognitif qui est la cause. Mais ça, je ne vais pas détailler forcément trop ce modèle, mais ce qui m'intéresse ici, c'est de voir comment Prince implique cette dimension émotionnelle intentionnelle des humeurs. Et donc, si on réfléchit pour ce modèle biologique, évolutionniste, etc., des humeurs, à ce qu'est la différence entre une humeur normale et une humeur pathologique, notamment pour le paradigme des troubles bipolaires, en fait, on va avoir deux composantes. Premièrement, c'est que la manie ou la dépression sont des réactions inappropriées à un événement ou à l'environnement, c'est-à-dire dans une dimension quantitative, d'excès de l'humeur. Et donc, ça, c'est la composante plutôt du jugement extérieur, par quoi on va apprécier extérieurement la dimension pathologique, et ensuite, on le relie à une cause. Donc, deuxième composante, c'est de l'émotion ou de l'humeur pathologique, c'est que cette réaction est inappropriée parce que la régulation neuronale des humeurs dysfonctionne. Donc, on a cet élément de cause. Donc, j'en ai fini avec cette présentation du paradigme qui est lié à la catégorie des troubles bipolaires. Même si je l'ai un peu... évidemment, c'est lié, donc je l'ai un peu évoqué déjà, mais la question qui m'intéresse aussi, c'est la question, donc, petit b, des effets de ce paradigme. Quels effets produit ce paradigme? Et donc, c'est de cette manière-là que j'entends envisager la question normative de ce qu'est une bonne catégorie en évaluant en fait la catégorie à partir de ses effets. Premièrement, ce qui m'apparaît évident, c'est de considérer d'abord quels soins avec cette catégorie est proposé aux patients et quelle représentation cela va susciter chez le patient, c'est-à-dire comment il se représente sa maladie, comment il se représente ses humeurs et ses émotions, comment il se représente ce qu'il est comme être humain. Évidemment, tout ne va pas être déterminé par la catégorie, mais en ce qui concerne les implications de la catégorie, et qu'est-ce que la société attend de lui, quelle est la vie bonne, etc. Réduite notamment à cette question de l'humeur. Cette question, ça va être la question qui va être l'objet de la deuxième partie de mon terrain de thèse, et puisque pour l'instant, je fais des entretiens compréhensifs avec des psychiatres, mais mon idée, c'est de poursuivre ensuite avec des patients, donc soit avec des entretiens individuels, mais aussi avec des focus group, donc c'est-à-dire des groupes de plusieurs patients, pour voir avec eux, en fonction de la manière dont ils ont été aussi accompagnés, soignés, diagnostiqués, est-ce qu'on peut faire un lien entre le type de soins qu'ils ont reçus et les représentations qu'ils ont de leur maladie, de leurs humeurs, etc. Le soin des troubles bipolaires,
qui fonctionne en tout cas dans le paradigme des troubles bipolaires, consiste principalement à trouver le bon dosage de régulateurs d'humeur, donc de thymorégulateurs, pour le patient, afin que son humeur évite les excès de la manie et de la dépression, et également à apprendre via un ensemble de techniques à pouvoir surveiller son rythme biologique. Donc notamment le rythme de sommeil, son alimentation, pour les femmes le cycle menstruel, et aussi à surveiller ses sources de stress, puisque toujours dans cette dimension biologique, selon laquelle le patient va réagir de manière excessive aux sources de stress, et donc il faut qu'il soit moins soumis que les autres aux sources de stress. Majoritairement, on n'a pas de proposition de psychothérapie, donc on n'a pas de proposition de réflexion avec le patient sur le sens que peuvent avoir ces épisodes maniaques et dépressifs. Notamment, ce qui m'intéresse dans ces pratiques de soins, c'est ce qu'on appelle les tableaux d'évaluation des humeurs. Donc, les patients bipolaires remplissent des tableaux journaliers dans lesquels ils vont évaluer leur humeur, donc selon une échelle quantitative. Il peut aller de 0 à 10 ou de moins 5 à plus 5. Si par exemple on dit moins 5 à plus 5, le niveau 0, c'est le niveau normal de l'humeur. Et donc si on est à 5, on est au stade extrême de la manie, et si on est à moins 5, on est au stade extrême de la dépression. Et donc ces tableaux d'évaluation d'humeur, mon hypothèse en tout cas, c'est que ça implique que ça va avoir une conséquence sur l'émotion, enfin la manière dont le patient se représente ses humeurs, puisqu'il va se représenter ces variations d'humeur principalement selon une question du niveau d'intensité, et donc selon une conception quantitative des humeurs, et donc comme quelque chose d'objectivable également, et qui va le déterminer, c'est-à-dire que c'est son niveau d'humeur qui va déterminer le fait qu'il soit trop excité, déprimé, etc. Et donc, selon cette approche, le patient va avoir tendance à considérer que ses humeurs sont indépendantes du reste de sa vie psychique, ou en tout cas que c'est comme le niveau, si vous voulez, le niveau un peu basal, sous-jacent, qui va déterminer l'ensemble de sa vie psychique, et donc notamment ses désirs, ses attentes, ses sources de stress, etc. Mais les humeurs sont considérées comme étant indépendantes. Ce qui m'intéresse effectivement, c'est aussi cette dimension quantitative dont j'ai déjà parlé, plutôt que qualitative, c'est-à-dire qu'on pourrait considérer que qualitativement, ces états d'humeur peuvent différer, parce qu'une humeur basse, elle peut être anxieuse, elle peut être vide, elle peut être désespérée. Une humeur haute, elle peut aussi être anxieuse. Elle peut être agitée, elle peut être euphorique, elle peut être joyeuse, etc. Et donc, ces humeurs ne sont pas équivalentes. On a un problème qui est lié à la question, à la conception quantitative de ces humeurs et émotions, parce que ça suppose, par exemple, qu'on puisse expliquer l'euphorie comme un excès de joie, par exemple, comme simplement une joie qui serait quantitativement plus importante, alors que qualitativement, ce sont quand même des émotions en tant que vécu de la conscience qui sont qualitativement différentes. Ce qui m'intéresse également dans les implications, ce que produit les conséquences de la catégorie, c'est la question du réductionnisme biologique. C'est pour ça que tout à l'heure, je suis allée un peu vite sur les différentes dimensions du paradigme. Mais en fait, je ne dis pas que, par exemple, tous les psychiatres qui utilisent la catégorie du DSM-5 considèrent que tous leurs patients sont réductibles à un fonctionnement biologique. Seulement, c'est ce que produit en fait la catégorie, puisque comme on agit simplement sur le biologique, en fait, l'effet, c'est qu'on ne va pas prendre en compte la variation des humeurs pour le patient, et donc il est réduit comme patient à un corps. Il n'y a pas de prise en compte de
de sa vie psychique si on considère que la vie psychique, c'est justement ce qui n'est pas réductible au fonctionnement biologique. Et donc, il y a un présupposé très fort que les variations d'humeur et le contenu même des idées délirantes n'ont pas de sens ou de signification, ou simplement que c'est un épiphénomène de cette variation. On dit oui, c'est très dur en Allemagne, il n'y a pas de couvre-feu en Allemagne. Ils ont des restrictions moins lourdes. Donc, le présupposé qui est impliqué, c'est que les variations d'humeur n'ont pas de sens et que c'est simplement un épiphénomène pour le patient. Du coup, la question que je me pose, c'est est-ce qu'il n'y a pas du sens justement à chercher à approcher un modèle compréhensible de la pathologie, c'est-à-dire à chercher à donner du sens véritablement aux variations d'humeur du patient. Est-ce qu'on ne peut pas justement critiquer cette catégorie comme étant trop limitée par le simple fait qu'elle ne permet pas d'intégrer la question de la signification pour le patient, notamment si on se réfère à ce concept de psychologie de la décompensation. La décompensation, par exemple, permet de faire un lien entre le stress et, par exemple, et la pression sociale et l'épisode délirant ou déprimé, parce que le patient ne pourrait pas psychiquement supporter un événement. Donc, je me demande qu'est-ce qu'il en est de ces modèles un peu plus compréhensifs et comme le suggère cette notion de décompensation, mais aussi, tout à l'heure, je parlais du diagnostic de bouffée délirante aiguë. Le diagnostic de bouffée délirante aiguë, en tout cas, fait l'hypothèse qu'il pourrait y avoir une forte dimension de pression sociale ou de stress qui entre dans le déclenchement de ces épisodes d'humeur. Et donc, on va décompenser sur un mode excité ou triste en lien avec, par exemple, une forte pression. Mais aussi, ce qui m'intéresse, c'est la question de la chronicité. C'est-à-dire que si on considère qu'un épisode maniaque suffit à diagnostiquer un trouble bipolaire, on ne peut plus, si vous voulez, on évacue qu'un patient puisse avoir un épisode maniaque qui soit lié à un moment, à une histoire de vie, à quelque chose qu'il ne peut pas psychiquement gérer, qui va faire qu'il va décompenser, etc. Et donc, on présuppose que son épisode maniaque est simplement lié à un problème de régulation des humeurs. Je vais un peu vite là-dessus, mais mon travail de thèse, en tout cas, c'est pas d'identifier, par exemple, les causes psychiques, les causes sociales, les causes biologiques, ou de chercher à articuler le biologique et le psychologique ou le biologique et le social. Mais j'étudie ces différents modèles parce que ce qui m'intéresse, c'est de voir pourquoi, en fait, on évacue cette question du sens. Et qu'est-ce qu'on pourrait faire de cette question du sens de l'existence du sujet en particulier dans la psychose maniaco-dépressive ou les troubles bipolaires et comment intégrer en fait sa vie psychique. Donc, si la catégorie des troubles bipolaires opère une réduction anthropologique, on peut se demander ce qui se passe quand on essaye de prêter attention au vécu du sujet et de la conscience dans les épisodes maniaques et dépressifs, et donc plutôt de chercher du côté d'une psychiatrie qui a affaire avec la question du sens de l'existence, de la souffrance pour le sujet et de la possibilité de vivre. Je ne sais pas combien de temps j'ai en tout, en fait, Martin, 1h15, c'est ça ? Environ, avec une grande liberté par ailleurs, mais c'est vrai que viser quelque chose comme 7h10, 7h15 pour qu'on ait le temps de largement discuter, ça peut être bien. Très bien. Donc, troisièmement, qu'est-ce qu'on peut trouver d'intéressant dans les modèles compréhensifs des troubles bipolaires ? Donc, je parlais en introduction de la description très riche que l'on peut trouver des symptômes dans l'histoire de la psychiatrie. Ce qui m'intéresse notamment ici, c'est le paradigme phénoménologique de la psychiatrie.
dans laquelle on va chercher à partir d'une description la plus détaillée des symptômes, notamment à partir du vécu de la conscience dans les épisodes maniaques et dépressifs, et aussi rechercher la cohérence entre les symptômes et la signification pour le sujet de ces symptômes. Alors, je ne vais pas rentrer dans le détail, mais en fait, je me suis intéressée notamment en France à Henry Hay, qui est vraiment le représentant de la psychiatrie phénoménologique et qui a travaillé beaucoup aussi à partir des études de Binswanger. En Allemagne, du psychiatre Tellenbach, et aujourd'hui, dans la clinique contemporaine, un psychiatre qui s'appelle Darian Leader, qui est anglophone et qui pourrait être considéré comme l'héritier aussi de cette psychiatrie phénoménologique. Ce qui m'intéresse aussi, c'est que cette psychiatrie phénoménologique va être évidemment cohérente avec un modèle phénoménologique des émotions qui ne cherche pas à expliquer la cause des émotions, mais à comprendre ce que sont les émotions pour un sujet et donc leur signification. Et dans cette direction-là, on peut chercher à expliquer les humeurs comme le rapport de la conscience au monde en général, hein, un peu dans ce que je disais tout à l'heure avec Prince, mais ici, ce qui va intéresser, c'est plutôt cette dimension compréhensive des émotions, du rapport de la conscience au monde en général et non à un objet en particulier. Et donc ici, le corrélat de la conscience dans l'humeur par rapport à l'objet où le corrélat de la conscience est un objet particulier. Le corrélat de la conscience dans l'humeur, ça serait le monde, sa signification ou les possibilités qu'il offre. Je vais revenir là-dessus par rapport aux symptômes des troubles bipolaires. Et donc, j'ai essayé de déterminer trois grands motifs qu'on peut distinguer qui vont faire jouer une cohérence entre plusieurs symptômes maniaco-dépressifs. Et donc, c'est des motifs ici qui sont transversaux à différentes descriptions historiques, différentes conceptions. Je ne vais pas rentrer dans le détail, donc je vais faire un peu une synthèse de tout ça. Premièrement, c'est la question de la signification du monde et de la place du sujet dans le monde. C'est-à-dire que on peut dire que l'objet de la manie et de la dépression, comme humeur, c'est le sens du monde, puisque dans la manie, pour le sujet, tout a du sens. Et sa place dans le monde est assurée. Alors que dans la dépression, on est dans un rapport du sujet à un monde qui est dénué de toute signification et dans lequel le sujet n'a pas de place. Et donc, différents symptômes de la pathologie peuvent être liés entre eux et interprétés sous ce prisme-là. Par exemple, le motif de la connexion, hein, le fait que dans la manie, tout a l'air interconnecté de façon délibérée, comme si le patient trouvait soudain la clé d'explication du monde et qu'il terminait un puzzle. Et donc, il peut avoir le sentiment que tout signifie quelque chose, tout fait sens. Et en même temps, la personne en état maniaque se sent partie intégrante de cela et ressent aussi le besoin de le communiquer à autrui, de communiquer cette dimension de signification du monde. Et donc, on peut aussi relever une forme de croyance dans un monde qui serait généreux et gratifiant, etc. Il y a aussi une dimension temporelle de ce motif, puisque le monde de la manie, c'est un monde dans lequel il est possible de réaliser tous ses désirs, où tout semble possible, où le futur est plein de promesses. Et également d'intégrer la question des idées de grandeur, puisque les idées de grandeur sont liées aussi au fait que pour le sujet, sa place est assurée dans le monde, et donc ce n'est pas seulement le monde qui a une signification, mais lui, en tant que sujet, qui trouve sa place dans ce monde plein de sens. Et donc, et également, on peut intégrer à ce premier motif cette recherche de contact ou la désinhibition du sujet maniaque, puisque le besoin de communiquer avec autrui, cette dimension de connexion est très importante hein, dans la manie. Le sujet a besoin, en tout cas, il l'exprime à autrui. Il ne va pas, par exemple, être seulement dans un discours solipsiste, comme on pourrait le trouver plutôt dans la schizophrénie.
Et donc, une hypothèse, par exemple, c'est que l'euphorie, c'est une forme de joie qui va accompagner l'idée de la signification du monde et de la connectivité de tous les éléments du monde entre eux qui prennent sens. Deuxième grand motif d'explication, c'est le rapport à la culpabilité ou plus largement le rapport à la morale et à l'éthique. C'est-à-dire qu'on a beaucoup insisté sur le fait que dans la dépression, il y a des idées de culpabilité, d'auto-accusation, mais on peut aussi lire la manie comme une suppression de la culpabilité et de tout rapport à la dimension éthique. Et c'est ce qu'on retrouve dans la dimension ludique de la manie. En fait, le sujet agit dans la manie comme si ses actions n'avaient pas de conséquences. Et donc, par exemple, un patient maniaque peut avoir des nombreuses rencontres sexuelles, notamment avec des compagnons ou des époux de ses meilleurs amis, comme s'il y avait une abolition en fait temporaire de la dimension de la culpabilité et des normes qui organisent les relations sociales. Ça se manifeste aussi dans la désinhibition. Dans cette idée aussi, c'est qu'on est plutôt, dans la manie, on peut dire qu'on est dans un rapport esthétique au monde, et donc qui n'est pas éthique, qui n'est pas normatif, et donc on retrouve cette idée, notamment dans le rapport ludique au langage, dans les jeux de langage, cette abolition des conséquences des actions de la personne maniaque, on peut aussi le retrouver dans la frénésie d'achat. La personne se met souvent en danger dans des comportements dangereux, mais notamment elle va par exemple dépenser de l'argent qu'elle n'a pas, ou elle va voler, etc. Donc là, on voit l'abolition aussi des conséquences de l'action. Et donc ici, on peut dire que l'objet de l'humeur, c'est soit un monde dans lequel le sujet est coupable de tout et dans lequel il a une responsabilité écrasante, soit un monde ludique, magique, où le rapport éthique est aboli et où on est simplement dans une dimension esthétique de l'existence. Troisième motif qu'on peut dégager, c'est la possibilité pour le sujet de répondre aux valeurs sociales, aux attentes sociales, aux idéaux. Et donc, on pourrait dire que dans ce troisième motif, le sujet, il est déprimé ou exalté à propos de la possibilité d'atteindre ou non un idéal social et de répondre à des attentes qui lui sont adressées. Ça, c'est aussi évidemment en lien avec le motif de la culpabilité. Je ne vais pas rentrer là-dedans, mais il joue aussi là-dedans le fait que on diagnostique souvent comme autres troubles avec les troubles bipolaires, les troubles obsessionnels, et donc on peut considérer que les troubles obsessionnels sont liés à cette question de la recherche de satisfaire à des idéaux, mais aussi que les patients maniaco-dépressifs sont souvent décrits comme ayant été des enfants consciencieux et obéissants, et donc ils répondraient à un idéal auquel ils préfèrent se conformer, mais aussi que la maniaco-dépression surgit souvent chez des sujets qui en fait sont dans une forme de réussite sociale, comme si une fois que en fait on atteignait cette forme de réussite, en fait, aucune satisfaction véritable ne peut vraiment en résulter, puisque en fait, il s'agit plutôt de l'idéal auquel on cherche à répondre. Voilà, je ne vais pas rentrer trop là-dedans, mais en tout cas, l'idée, c'est qu'il y a ce motif dans la maniaco-dépression du fait que dans la manie, on répond à un idéal social et on arrive à répondre à cet idéal social, et dans la dépression, en fait, on échoue à atteindre cet idéal social. D'ailleurs, ça signifie que si on veut on peut étudier l'évolution des normes sociales en rapport avec les symptômes, notamment de la manie, puisque si les symptômes de la manie sont liés à des attentes sociales, alors ils vont évoluer en fonction des attentes sociales, et on peut aussi trouver des différences culturelles. Et donc la question que j'ai ici, c'est comment faire place à cette dimension dans le soin. Là, j'ai essayé, dans cette description, de ne pas faire trop de références à des étiologies et à différentes théories psychodynamiques, mais simplement d'étudier les motifs
pour le patient qui sont prédominants et quel sens ils peuvent avoir pour la conscience. Mais comment on peut intégrer ça à la question du soin et considérer ces dimensions-là, pas seulement comme un épiphénomène du dysfonctionnement biologique, mais voilà, comme le sens de cette souffrance qui est en jeu dans la vie du sujet. Et sur la dernière partie que j'avais prévue, je vais vraiment juste donner 2-3 éléments pour pas trop dépasser. La question, en tout cas, qui m'intéresse ici, c'est le risque toujours pour la psychiatrie qu'elle court en ce qu'elle représente une fonction sociale, et donc la question de savoir ce que sert la psychiatrie, question évidemment qui est liée à la question de la finalité du soin, puisque la définition de la santé mentale a toujours à voir avec la question de la vie bonne. Et donc ici, on aurait un paradigme qui est resserré autour des composantes de la catégorie, le soin, la vie bonne. Et un élément, par exemple, que je peux vous donner par rapport à ça, sans trop rentrer dans les détails, mais un élément d'étude, c'est que je vous disais tout à l'heure justement que si on observe dans la manie et la dépression un rapport, en tout cas pour la conscience, entre des valeurs sociales ou des attentes auxquelles que l'on réussit à atteindre ou non, alors on peut lier ça à la question de la variation des normes des expressions, puisque si le modèle de l'émotion est pensé dans un cadre évolutionniste, une émotion normale, c'est une émotion qui est adaptée. Et on admet que dans la dimension d'adaptation, il y a une composante culturelle. Et donc, l'adaptation va jouer entre l'individu et son environnement. Et donc, l'émotion adaptée, c'est celle qui est adaptée au contexte culturel. Et donc, le niveau d'émotion normale va être évalué par rapport à un niveau d'humeur. Et donc, la question de l'humeur socialement valorisée peut varier. Ce qui m'intéresse, en fait, ici, c'est de répondre à la question de qu'est-ce que la bonne humeur, on veut dire. Qu'est-ce que la bonne humeur en tant que la bonne humeur, c'est le niveau d'humeur qui est socialement valorisé ou le type d'humeur qui est socialement valorisé. Et donc là, je travaille notamment sur une différence entre la France et les États-Unis, puisque en fait, aux États-Unis, l'hypomanie correspond véritablement à ce qui est valorisé culturellement. De nombreux psychiatres américains, en fait, ont écrit sur le fait que les troubles bipolaires, mais notamment à cause de l'hypomanie, sont en fait un état qui est désirable, ou en tout cas, ça peut être une chance, c'est considéré comme ça peut être une chance d'être bipolaire, puisque si on est stabilisé au niveau de l'humeur, alors on est plutôt jugé comme créatif, et ce qui est valorisé, en fait, in fine, c'est surtout l'hypomanie. Et la psychiatrie française va critiquer tout ce pan de la psychiatrie américaine qui, en fait, fait de l'hypomanie une espèce d'état désirable, en disant qu'en faisant ça, justement, on manque la dimension pathologique et la dimension de souffrance pour le sujet. Mais en tout cas, ce qui m'intéresse là-dedans, c'est que l'hypomanie, du coup, joue en fait comme aussi une norme sociale, comme un état socialement désirable pour les individus aux États-Unis. Et donc, la finalité du soin, par exemple, ça serait plutôt d'adapter les patients à ce niveau d'humeur hypomane. Et si la finalité du soin, c'est de fonctionner, c'est-à-dire de pouvoir travailler et d'avoir des relations sociales, alors ça, c'est pas quelque chose qui est propre à la catégorie des troubles bipolaires, en tout cas pas dans cette formulation-là, puisque, par exemple, la conception classique, qui vient de Freud de la santé mentale, c'est la capacité à pouvoir aimer et travailler. Simplement, dans la conception des troubles bipolaires, on aura peut-être une autre conception de ce que c'est le travail et de ce que sont les relations sociales adaptées. Simplement pour finir là-dessus, dans l'hypomanie, on va considérer que l'hypomanie, en fait, parce que c'est simplement une
une élévation de l'humeur, mais qui ne va pas jusqu'à la manie, en fait, permet d'avoir une activité plus productive. Et donc, le travail ici est mesuré par l'impératif de productivité. Et par rapport aux relations sociales, correspond, par rapport au modèle culturel américain, à l'impératif de désinhibition et d'enthousiasme, etc. Donc, c'est une des raisons pour lesquelles c'est valorisé, mais aussi une des raisons pour lesquelles ça va être la finalité. Ça peut être en tout cas la finalité du soin pour les patients bipolaires, c'est de les stabiliser à un niveau qui serait un niveau d'hypomène. Je ne vais pas rentrer dans les autres hypothèses que j'ai par rapport à cette question-là, mais en tout cas, voilà, ce qui m'intéresse, c'est d'essayer de faire jouer la relation entre la catégorie, la question du soin et la question de la vie bonne, en tant que la vie bonne est aussi a une composante socialement déterminée. J'ai fini. Merci infiniment, Anne, pour cet exposé extrêmement stimulant, vraiment, où on voit bien la capacité à déployer à partir d'un sujet extrêmement précis toute une série de questions qui sont elles-mêmes extrêmement précises et pour chacune, je trouve, extrêmement importantes, dont on voit que chacune peut avoir des prolongements de très grande ampleur. Et puis tu les montres toi-même, ces prolongements possibles, de toute façon, en voyant à quel point c'est des très grandes problématiques à chaque fois qui sont derrière. Donc, merci infiniment pour ça. Et puis aussi pour le caractère extrêmement passionnant aussi de l'exposer en tant qu'il est, en tant que tu présentes un travail en cours. Et donc, on voit aussi l'ébullition très passionnante des hypothèses, des recherches de la bonne explication. Et tout ça, c'est évidemment extrêmement stimulant. Voilà, je ne veux évidemment pas monopoliser la discussion, même si j'aurais plein de questions, pour être honnête. On ouvre immédiatement les questions. Je vous rappelle que vous pouvez intervenir comme vous le souhaitez, soit par le chat, soit éventuellement vous pouvez par exemple lever la main. Vous savez, il y a un bouton quelque part pour lever la main si vous souhaitez intervenir à l'oral. Moi, je ne sais pas si certains veulent intervenir d'emblée. D'ailleurs, moi, j'aurais, comme je disais, plusieurs questions. Il y avait, je me demandais dans quelle mesure tu as bien montré comment il y avait une question possiblement culturelle derrière la manière dont on définit la bonne humeur. Je trouve ça absolument passionnant. Cette idée de qu'est-ce que c'est qu'être de bonne humeur, c'est une question quand même fondamentale que personne, je pense, n'oserait poser directement. Et je me demandais forcément s'il n'y avait pas aussi une dimension de genre et est-ce que tu veux la prendre en compte dans ton travail, c'est-à-dire que ce qu'on attend d'une femme d'être de bonne humeur n'est sans doute pas la même chose que ce qu'on attend chez un homme. Et du coup, ça rejoint peut-être aussi une autre question ou remarque que j'aurais voulu faire, c'est tu as montré que ça posait la question de la distinction et du lien entre émotion et humeur, ces questions. Et du coup, évidemment, la distinction un peu facile qu'on a envie de faire entre l'émotion et l'humeur, c'est la question de leur durée dans le temps. On a envie de dire que l'émotion est plus passagère que l'humeur qui est un petit peu plus stable. Et du coup, comment est-ce que tout ça pourrait être corrélé? Est-ce qu'il faut chercher à le corréler à la notion encore plus longue peut-être de caractère du coup? Est-ce qu'il faut donner une place au caractère propre? Mais je pense qu'aussi c'est ce que tu vises un peu quand tu parles de la psychiatrie qui use de longues biographies et qui du coup propose une variation qui va peut-être relier la biographie du patient à un caractère propre peut-être de plus longue durée. Voilà, ce serait deux questions pour commencer, peut-être, de remarques. Ok. Oui, sur la question du genre, je n'ai pas trop réfléchi pour l'instant, mais c'est une question qui m'intéresse. J'avais essayé de regarder un peu la question de... en tout cas, je pense qu'on ne peut pas en dire grand-chose à partir d'une distinction de diagnostic entre les genres. Enfin, il n'y a pas plus de patients bipolaires femmes que hommes apparemment. Mais c'est sûr que dans le terrain, c'est une question que je garde dans... je n'ai pas encore commencé mon terrain avec des patients, mais
ça m'intéresse de voir si ça joue dans la manière dont ce sera, enfin, dans les représentations et dans. Mais bon, c'est vrai que pour l'instant, j'ai pas grand-chose à en dire, mais oui, c'est une piste intéressante. Par rapport à la distinction entre émotion, humeur, caractère, oui, c'est vrai que là, j'ai présenté un peu rapidement la distinction entre émotion, humeur. Donc, c'est vrai qu'il y a plusieurs modèles. Donc, un qui joue sur la question de la temporalité. Les humeurs, c'est des états plus longs, mais c'est aussi des états qui prédisposent à, par exemple, une humeur négative va prédisposer à ressentir des émotions de valence négative et une émotion positive, une humeur positive va prédisposer à ressentir des émotions positives. Et donc, en fait, ça joue à la fois sur la question de la temporalité, mais aussi sur, en gros, l'humeur, c'est une sorte d'état plus fondamental qui prédispose à ressentir un certain type d'émotion. Il y a aussi donc un critère de distinction sur l'intentionnalité. Moi, je trouve qu'il n'est pas forcément intéressant et que c'est plus intéressant de chercher à comprendre quel type d'objet est en jeu dans l'humeur. Mais je pense que ce qui est aussi impliqué, en fait, peut-être dans le modèle des troubles bipolaires, potentiellement, ça pourrait être simplement que l'humeur, c'est en fait une sorte de soubassement biologique, alors que les émotions sont liées avec nos représentations cognitives, notre environnement social, etc. Et que du coup, en fait, j'ai l'impression en tout cas que c'est presque un peu la représentation qui est impliquée, par la catégorie, et que du coup, l'humeur elle-même est simplement une sorte de substrat biologique et quantitatif sur lequel viendraient se greffer les émotions dont on peut rendre sens, puisqu'elles sont liées à nos jugements et à notre environnement social. Effectivement, il y a aussi la question du caractère. On va distinguer plutôt, d'ailleurs, ça serait plutôt le tempérament, puisqu'on distinguerait d'un côté le tempérament, le caractère, et justement le tempérament comme étant ce qui est biologiquement déterminé, alors que le caractère, c'est plutôt de l'ordre de ce qui est acquis, en fait. Donc c'est vrai qu'après, ça serait intéressant de voir justement comment ces niveaux jouent, etc. Mais en tout cas, la psychiatrie s'est plutôt intéressée à la notion de tempérament, et de tempérament qui prédisposerait à développer des troubles bipolaires. Et donc, il y a des tempéraments psychotymiques, des tempéraments dépressifs, des tempéraments anxieux, etc. Il y a toute une réflexion sur les tempéraments. Pour l'instant, je ne suis pas trop rentrée dedans. Alors, après, je pense aussi que j'essaye de ne pas, disons, m'enfermer dans la question de... en fait, je pense que la question du tempérament, ça participe aussi un peu à la question de l'étiologie, etc. En fait, ça m'intéresse de savoir comment les modèles fonctionnent et par exemple, avec quel type de représentation fonctionne le modèle des troubles bipolaires. Mais je crois que ce n'est pas trop le rôle de ma thèse, parce que déjà, ce n'est pas un travail de philosophe, mais ce n'est pas le rôle de ma thèse de chercher forcément quel est le modèle étiologique le plus pertinent et comment aussi les différents niveaux fonctionnent les uns par rapport aux autres. Enfin, je pense que d'essayer, par exemple, d'articuler la dimension de la causalité, d'une part, et dans les émotions, et pour les troubles bipolaires, et de l'autre côté, la dimension compréhensive, et c'est-à-dire le vécu de la conscience pour le patient bipolaire, et la dimension compréhensive des émotions, d'articuler ces deux niveaux. Je ne sais pas si c'est... Enfin, je ne crois pas que ce soit en tout cas l'ambition de ma thèse, et que c'est un peu démesuré. Merci beaucoup en tout cas. Il y a Ibis, j'ai vu, qui a demandé la parole. Je la prends, je vous remercie de me l'offrir et je vous remercie beaucoup de votre exposé très dense et très structuré. Ce sont des questions qui m'ont beaucoup intéressée. J'ai suivi des formations comme psychose et institutions en relation entre l'hôpital de Longjumeau et Paris 7, où beaucoup de ces questions ont été soulevées. Donc, du point de vue de la psychiatrie et du soin, sachant que les personnes que j'écoutais étaient plutôt dans l'optique de la psychothérapie institutionnelle.
Donc, il y a plusieurs choses. Vous choisirez un petit peu les questions qui vous intéressent. J'ai envie de les évoquer comme voilà, des choses qui sont des caisses de résonance, voilà, qui, par rapport à ma recherche, à moi, qui est plus tournée aujourd'hui vers le terrain de la violence faite aux femmes. Donc, ça donne un autre écho. Et donc, j'entends bien que votre question que vous nous donnez à la fin est vraiment de savoir, de pouvoir se poser la question de comment faire place à la dimension psychique et du sens de l'existence dans le soin tel qu'il est cadré par le DSM. Et donc, avec toutes les dimensions de la biographie que vous avez évoquées. Et donc, au fil de votre présentation, je me suis posé la question d'une notion qui aujourd'hui m'interpelle beaucoup, qui est celle, quand vous avez parlé de l'auto-accusation, donc comme élément déterminant dans le diagnostic. Il y a une notion, moi, que je rencontre du côté de la violence qui vient aussi d'une neuropsychiatre, qui est celle de colonisation par le comportement du criminel, enfin le comportement violent, et la personne qui a subi ces violences a incorporé, du fait de la dissociation psychique au moment du trauma, il n'y a plus de différence en fait entre l'autre et soi, on peut dire comme ça, et il y a une incorporation du comportement du criminel. Et donc, on peut relier ça à la culpabilité que les victimes ont, alors que les acteurs de violence, en fait, se sentent victimes. Il y a une inversion, en fait, des sentiments par rapport à... Donc voilà, c'est quelque chose qui est, je pense, très compliqué à penser, cette colonisation, puisque, bon, elle ferait appel dans un des derniers présentations de philosophie clinique avec Monsieur Vic, la dernière fois, c'était l'intercorporéité qui peut être mise en jeu derrière, et donc la phénoménologie de Merleau-Ponty notamment qui cite ça. Mais voilà, ce sont des notions très compliquées et très difficiles à amener en avant. Donc, est-ce que vous avez rencontré ce genre de propositions Je propose qu'on laisse, pardon de vous couper, je propose qu'on laisse Anne répondre un premier temps, puis éventuellement vous reprendrez la parole, parce que l'idée est de faire aussi des interventions assez brèves pour que l'échange puisse se poursuivre. Merci. Oui, alors, effectivement, en tout cas, c'est vrai que ce qui est intéressant, hein, c'est de voir quel sens a ce symptôme d'auto-accusation, voilà, ce délire de culpabilité générale dans ce qu'on appelle la dépression du couple plutôt mélancolique. Alors, pour les modèles qui sont plutôt d'orientation phénoménologique ou analytique, etc., vous avez notamment, en fait, un des travaux que j'ai cité, c'est d'Ariane Leader, donc il y a un psychiatre américain contemporain, donc Leader, L-E-A-D-E-R. Et pour faire un lien avec ce que vous disiez, en gros, lui, il explique le fait qu'on ait majoritairement une approche anhistorique des troubles bipolaires, c'est-à-dire qu'on va renvoyer les bipolaires à simplement une variation d'humeur qui n'a pas d'explication et donc qui n'a pas de lien avec leur histoire personnelle. Il renvoie cette dimension-là au fait même que justement le symptôme a quelque chose à voir chez le patient avec l'impossibilité en fait de connecter ces variations d'humeur avec son histoire personnelle et que le délire général de culpabilité ou bien qui peuvent se fixer sur des objets qui apparemment n'ont pas de raison de susciter sa culpabilité, il va se rendre responsable de tout, coupable de tout et de choses dont il n'est visiblement pas coupable, en fait viennent pour masquer une culpabilité qui est refoulée ou qui est oubliée et qui peut être une culpabilité liée à une histoire traumatique. En tout cas, ça c'est une des propositions qui est faite par Ariane Leader et à partir de son travail comme psychiatre avec des personnes bipolaires.
Et il essaye en tout cas de donner sens aux variations d'humeur en essayant de faire des liens, par exemple, entre le moment de déclenchement des épisodes et des dates qui pourraient être des dates, selon la théorie de Ferenczi, des dates anniversaires, mais qui pourraient être des dates liées à l'histoire du patient, d'événements traumatiques, etc. En tout cas, ce qui me semble intéressant, c'est que lui, il explique même en fait le fait que cette apparence d'absence de lien avec l'histoire du patient, en fait, a quelque chose à faire avec le symptôme. Et donc, même si c'est différent de ce que vous disiez par rapport à la question de la violence qui est retournée contre lui-même, par exemple, de la victime dans des actes de violence, etc. En tout cas, il y a cette idée de pouvoir lier cette auto-accusation, cette culpabilité générale à un moment précis dans l'histoire du patient où il aurait ressenti une culpabilité qu'il a mis de côté, qui peut être une culpabilité liée à une expérience en tant que victime. Merci du lien, merci beaucoup. Est-ce que quelqu'un veut proposer une autre remarque ou question éventuellement? Moi, il y avait deux autres questions éventuellement, Anne, même si là encore je ne veux pas monopoliser les choses. Il y a une question un peu naïve au fond qui me vient, qui est en quoi c'est important, quelle est la logique derrière l'idée de lier, comme tu l'as dit, en montrant qu'il y a un côté étonnant en fait, éventuellement, mais peut-être à préserver aussi, de lier les deux phases ensemble comme étant une même réalité. Je ne sais pas, ma question est peut-être naïve, mais au fond, qu'est-ce qu'on perdrait à dire qu'on a affaire à des sujets qui, à un moment, sont maniaques et à un moment, sont dépressifs, et en quoi le lien entre les deux serait important? Et puis, peut-être, si jamais tu veux bien répondre aussi à ça, il y a un moment, ça m'intéressait, tu as dit, bon, en tant que philosophe, c'est pas trop mon sujet, ça, quelque chose comme ça. Et du coup, comme il y a plusieurs personnes ici aussi qui sont un peu dans… Et puis, l'idée de faire un séminaire de philosophie clinique, c'est aussi de s'échanger sur qu'est-ce qu'on essaye de faire quand on fait de la philosophie sur des sujets comme ça. Est-ce que tu voudrais bien un tout petit peu développer, même si c'est très… de l'ordre de l'hypothèse et tout, au fond, comment tu vois ta fonction dans une thèse comme ça? Enfin, la philo, qu'est-ce qu'elle est censée faire sur un objet comme ça? Ok. Pour la première question, je ne suis pas sûre d'avoir bien compris, mais en gros, pourquoi c'est important de lier l'épisode maniaque et dépressif, c'est ça? Voilà, et pourquoi c'est important? Quelle est la logique en termes de soins ou en termes de vécu du patient? Pourquoi c'est important de ne pas dissocier les deux et de ne pas… voilà, d'avoir en vue l'idée d'une alternance? En fait, je pense que si on présuppose que la maniaco-dépression ou les troubles bipolaires, peu importe, a à voir avec l'histoire du patient, avec sa vie psychique avec la vie psychique du patient, et qu'on peut donner un sens à cette pathologie autrement que par une simple variation d'humeur, de toute façon, en fait, on va être amené en fait à chercher des motifs des motifs dans la manie et dans la dépression qui vont s'avérer avoir quelque chose de commun. Enfin, je pense que c'est plutôt à l'inverse, c'est-à-dire que c'est pas il faut absolument essayer de voir qu'est-ce qu'il y a de commun entre les deux états, mais c'est qu'en fait, à partir du moment où on a cette approche-là d'essayer de comprendre qu'est-ce que c'est comme vécu de la conscience, etc., en fait, on voit bien qu'il y a des choses qui sont comme diamétralement opposées, et du coup comme en miroir, et que si on arrive à… si on étudie que dans la manie, il y a des idées de grandeur et que dans la dépression, il y a des idées de petitesse, forcément, en fait, on va voir qu'il y a une relation entre ces deux états. Si on voit que dans un côté, il y a une espèce de sur-signification du monde où tout est absolument signifiant, comme s'il y avait en fait, l'existence finalement de Dieu qui avait donné sens à toute mon existence et à tout ce qui existait. Et de l'autre côté, une absence totale de signifiance du monde, de raison pour laquelle j'ai affaire en tant que sujet avec ce monde, etc. Bon, en fait, de fait, on est obligé de… Enfin, on est obligé. En fait, je pense que c'est plutôt dans l'inverse. Enfin, à partir du moment où on cherche à donner une signification autre et à décrire, en fait, les symptômes
et de la manie et de la dépression, en fait, on voit apparaître des motifs qui sont symétriques, je pense. Hein. Après, c'est aussi que si on considère qu'un patient est atteint d'une maladie qui fait que sa maladie fait se succéder les épisodes maniaques et dépressifs, a priori, c'est compliqué de dire que ces épisodes n'ont pas de lien et qu'il y aurait alternativement deux pathologies. Enfin, voilà. Pour la question de la philosophie, c'est une bonne question. Je pense que c'est une question qui varie un peu au cours de ma thèse, de savoir qu'est-ce que c'est en fait de faire de la philosophie de la psychiatrie et qu'est-ce que je pense comme mon rôle là-dedans. Honnêtement, parfois je me demande si c'est vraiment une bonne question, dans le sens où j'ai l'impression parfois de me dire je suis en train d'étudier un objet qui est la catégorie des troubles bipolaires. Bon, bah, peut-être qu'à un certain moment, je vais faire de l'anthropologie, que je vais faire de la sociologie ou que je fais même quelque chose qui ressemble plutôt à le psychologue, pas en tant que clinicien, mais le psychologue théoricien. Je pense que c'est pas très important en fait, que peut-être que je fais ça et c'est pas grave et que la question c'est comment on essaye de traiter cet objet. Donc bon, un peu une réponse facile, mais voilà. Ensuite, je pense que bon, si peut-être le travail de philosophe, c'est en tout cas, je pense d'essayer de sortir un peu les présupposés, les implications, etc. Moi, ce qui m'intéresse, je pense, en tant que philosophe, c'est de dire la catégorie des troubles bipolaires, en fait, elle implique une anthropologie, elle implique une éthique, elle implique aussi une métaphysique. Peut-être que la catégorie des troubles bipolaires, in fine, en fait, c'est une vision, c'est cohérent seulement avec une vision matérialiste et déterministe de l'homme, dans lequel en fait ce qui détermine l'ensemble de la vie psychique, c'est le corps, c'est les connexions dans le cerveau, etc. Donc je pense qu'en tant que philosophe, ce qui m'intéresse, c'est essayer de remonter aux conceptions ou aux présupposés. Voilà. Après, je pense que c'est une question qui n'est pas évidente. Je ne sais pas si je répondrai de la même façon demain ou après-demain. Enfin, j'ai l'impression que c'est une question qui varie beaucoup, même au jour le jour, dans ce que je fais, en fait, où je me dis, en fait, finalement, non, ça, c'est important. Et là, je me suis, justement, à un moment, j'ai essayé de rendre cohérent le modèle qui donne une compréhension pour le sujet de ce que c'est que les épisodes et le modèle causaliste biologique. Après, je me dis, mais en fait, bon, déjà, ça ne m'intéresse pas tant que ça. Et je ne suis pas sûre que ça soit vraiment une question qui soit pertinente. Donc, en fait, ça varie pas mal au cours de ma thèse. Puis après, ça me paraît parfaitement légitime. Enfin, on ne peut pas passer son temps à analyser ce qu'on est en train de faire en même temps qu'on le fait. Oui. Et si c'est une recherche, c'est aussi qu'il y a des surprises et qu'on va se retrouver à pas forcément faire ce qu'on pensait faire. Donc, c'est certain qu'on peut le savoir sans doute que vers la fin, ce qu'on a un peu fait. Et donc, voilà. Mais c'était juste pour savoir à ce point-là, qu'est-ce que tu aurais dégagé. Et du coup, Janine voulait intervenir peut-être sur cette question. Oui. Oui, bonsoir. Vous m'entendez? Oui, très bien. Ok. Merci beaucoup pour votre exposé. Je l'ai écouté à la fois par rapport à la maniaco-dépressive et au bipolaire, mais je l'ai écouté aussi, je suis psychologue de formation, je l'ai écouté aussi du point de vue de la profession de psychiatre et du problème que pose le normal et le pathologique. Et je me posais la question suivante que je vous pose. Compte tenu que finalement, il y a une certaine labilité dans l'évaluation des symptômes et donc dans le diagnostic, que la société a besoin de citoyens adaptés, à la fois pour des raisons économiques, mais aussi pour des raisons sociales et pour des raisons de gouvernance politique. Ne pensez-vous pas que c'est un métier qui, tôt ou tard, devra se poser des questions d'éthique et devra s'ouvrir à une forme de transdisciplinarité? Parce que quand on pose un problème en psychiatrie en termes de sujet et d'objet, ça veut dire qu'on détermine le sujet patient à définitivement être un objet.
ça pose un problème d'éthique. Voilà, merci. Oui, je vous remercie beaucoup de votre question. Je prends 30 secondes pour brancher mon ordinateur qui n'a plus de batterie. Oui, je vous remercie de votre question qui me semble bien en phase aussi avec l'objet de ma recherche. C'est vrai que moi, ce qui m'intéresse, donc je parlais tout à l'heure de peut-être des présupposés anthropologiques et métaphysiques, mais ce qui m'intéresse évidemment aussi, c'est la dimension éthique dont vous parliez. Et effectivement, pour moi, c'est primordial et c'est nécessaire en fait d'en passer par cette question-là. Et il me semble que le problème, notamment avec la catégorie des troubles bipolaires, c'est que en fait, en pensant en fait que qu'en s'attachant à la dimension biologique et en s'inscrivant dans un cadre en fait scientifique de recherche de causes biologiques, forcément en fait il y a une forme de neutralité par rapport à la question du soin. Je pense que c'est un peu ça l'implication. Là, je pense que c'est vraiment un biais très important et qui est assez dangereux en fait de ce modèle-là, de penser que puisqu'en fait on agit simplement sur quelque chose du niveau d'humeur et qu'on voit que ça marche, etc., que ça n'a pas d'autres implications et d'autres que la dimension culturelle, sociale, politique, etc., éthique n'est pas en jeu. Je pense que j'ai l'impression que c'est un switch qui est fait, qui est fait, et que l'implication, c'est aussi comment on montre que ce modèle scientifique dans la psychiatrie a des conséquences éthiques, a des implications éthiques, et que faire fonctionner un individu à un niveau d'humeur, c'est forcément lié en fait à des logiques sociales. Et oui, ça c'est quelque chose qui m'intéresse en particulier. Et puis juste pour compléter ma question, je trouve que ça peut avoir un effet aussi, enfin toutes ces pratiques et cette dominante biologique qui permet de calmer les effets trop manifestes des réactions, ça pose un problème par rapport à l'art et à la créativité. Parce que l'art est une forme d'expression du psychodrame, par ailleurs. Mais ça veut dire que si on calme la population dans ces manifestations psychodramatiques, est-ce qu'on permettra à l'art de les exprimer? Est-ce qu'il y aura toujours une forme d'appétit par rapport à ce type d'art, qui a aussi un rôle thérapeutique? Enfin bon, ma réflexion pose des questions aussi au niveau de la créativité et de l'art dans leur fonction sociale. Oui, moi je pense que ce qui est inquiétant, en fait, d'une façon plus générale, c'est qu'on répond à une question qui est liée en fait au sens de l'existence, qui est liée à l'histoire psychique du patient, qui est liée à des choses qu'il arrive, voilà, qui ne peut pas gérer autrement que par des épisodes délirants. On va y répondre par simplement un traitement chimique. Donc je pense que surtout l'enjeu éthique, pour moi, il est surtout de ce côté-là. Après, la question de la créativité, c'est une question qui n'est pas si simple, dans le sens que, par exemple, il y a tous des travaux, notamment qui traitent du rapport de la bipolarité à la créativité, et de la question de savoir est-ce que sous thymorégulateur, ça va forcément avoir une incidence. Pour éclaircir aussi un point, moi je ne pense pas du tout que ça soit forcément un mal d'utiliser des thymorégulateurs, et que parfois c'est nécessaire, et que ce qui m'apparaît surtout problématique, c'est que ça soit le seul soin qui soit proposé, et qu'ensuite on ne traite pas la question de dimension psychique et du sens de l'existence. Mais je ne pense pas que les régulateurs je vous rejoins quelque chose de problématique, mais effectivement, il peut y avoir des effets secondaires liés à la concentration, etc. En tout cas, de ce que moi, pour l'instant, j'en suis à mon stade de réflexion sur la question de la créativité, c'est que
il n'y a pas forcément quelque chose de probant entre un tempérament, par exemple, cyclosimique et la créativité. En tout cas, ça joue sur la question des représentations, dans le sens que, par exemple, aux États-Unis, on considère que les bipolaires sont créatifs et que, du coup, c'est génial d'être bipolaire parce qu'on est créatif. Et ça, c'est aussi quelque chose qui vient du fait qu'aux États-Unis, on peut faire de la publicité directe aux consommateurs pour les psychotropes. Et donc, on va utiliser ce biais-là de dire regardez telle et telle personne qui est un grand artiste et bipolaire. Et du coup, vous aussi, vous êtes bipolaire et c'est génial, prenez des régulateurs d'humeur. En tout cas, ça me semble surtout en fait participer. Ces recherches sur la question de la créativité semblent surtout participer pour moi de ça aux États-Unis. Et on voit aussi une différence entre les idéaux de créativité ou les représentations de ce qu'est la créativité entre, disons, le continent, on va dire France-Allemagne d'un côté et États-Unis de l'autre, dans le sens que si on considère que les bipolaires, notamment en état hypomane, sont créatifs, c'est parce que ça correspond justement à des valeurs de ces créatifs sous-entendus productifs, en fait, pour les États-Unis. Et donc, l'espèce d'excès d'activité, d'émotions, etc., dans la manie, qui n'est pas forcément en fait un effet qui est, enfin, un état qui est très créatif, peut en tout cas voilà, avoir quelque chose à voir avec cette espèce de productivité un peu effrénée. J'ai l'impression, après je ne dis pas que c'est le fin mot de l'histoire, mais que en tout cas la clinique européenne va plutôt insister justement sur le fait que les maniaques ont un sentiment d'être créatifs, mais qu'ils ne le sont pas forcément, en tout cas qu'il y a un décalage entre leur représentation et ce qu'effectivement ils vont produire. Et du coup, qu'on ne peut pas forcément dire que les régulateurs d'humeur, disons, vont empêcher leur créativité, parce que quand même, en tout cas, l'épisode maniaque, plutôt un épisode qui va empêcher véritablement la créativité. Et ce qui est plutôt en jeu, oui, c'est plutôt voilà, la question de la souffrance et de la décompensation. Mais c'est effectivement que voilà, il y a des personnes bipolaires qui sont créatives, mais je ne sais pas vraiment dans quel sens ça joue. En tout cas, pour la plupart, ils ont plutôt tendance à dire que leurs épisodes les empêchent d'être créatifs et que ils ont quand même besoin d'être à un niveau d'humeur assez stable pour pouvoir être créatifs. Merci pour votre réponse. Simplement un complément, certains épisodes maniaques sont parfois liés à des pratiques de drogue. Ce qui veut dire qu'il ne faut pas confondre l'état sain de quelqu'un et l'état de quelqu'un qui a pris une drogue, qui a pour but justement de le rendre créatif. Oui, bien sûr. Oui, voilà. oui. Merci. Peut-être qu'on peut passer aux questions aussi qui sont mises par écrit. Si tu souhaites, je peux te les relire une fois à l'oral, comme ça tout le monde les entend. Et, du coup, la première, relativement au rapport entre le corps du point de vue biologique et la vie psychique, n'y a-t-il pas un autre positionnement à prendre en compte, à savoir celui de Freud? Si l'on doit penser que l'un est une partie de l'autre, c'est le corps qui est une partie de la vie psychique. Est-ce que ce positionnement vient possiblement faire bouger les questions et notamment de penser le biologique comme une porte d'entrée et qu'il peut y en avoir d'autres? Et la question suivante, ou la remarque suivante en tout cas, la psychiatrie s'oriente vers la notion de rétablissement et d'empowerment également. Oui, alors pour la première question, effectivement, c'est vrai que comme je le disais tout à l'heure, moi je ne suis pas rentrée pour l'instant dans le détail de comment articuler le biologique, le psychologique, mais aussi le social, etc. Je pense que tous ces modèles qui permettent d'articuler ces dimensions sont intéressants. Mais effectivement, ce qui me semble central, c'est ce que vous dites, c'est-à-dire qu'en fait, c'est des coupes sur le réel. Donc, c'est-à-dire de partir du postulat qu'un homme, en fait, c'est un être complexe, qui a une dimension biologique, qui a une dimension psychique, qui a une dimension sociale, qui a une dimension spirituelle, etc. C'est compliqué de voir comment les choses interagissent et je ne suis pas sûre qu'il y ait
des modèles vraiment satisfaisants, en tout cas finement, qui expliquent les rapports entre ces différentes dimensions, parce que peut-être que c'est aussi lié en tout cas à une limite de nos connaissances. Mais ce qui est sûr, c'est que le modèle neurobiologique de la psychiatrie opère une coupe dans la réalité, qui est qu'il va s'intéresser en fait à la dimension biologique des troubles, et cette dimension existe. Le problème, c'est quand elle prend cette coupe pour en fait la réalité, c'est-à-dire qu'elle considère qu'elle étudie un objet qui est la maladie psychiatrique, alors qu'elle étudie un objet qui est la maladie psychiatrique en tant qu'elle a une dimension biologique. Et donc le problème, je pense, c'est un saut que l'on peut faire de l'un à l'autre en disant puisqu'il y a une dimension biologique et puisqu'on peut agir dessus, alors c'est réductible à ça. Et c'est le problème de la réduction en fait qui est problématique, alors qu'effectivement on peut très bien tenir ensemble toutes ces dimensions sans avoir forcément à voir comment dans le détail ça s'articule, mais en disant voilà, enfin, un homme c'est tout ça, et ensuite une maladie psychique ça a forcément à voir avec la question psychique, avec la question de son existence, avec son rapport à la société, etc. Et c'est intéressant d'intégrer toutes ces dimensions. Et du coup, pour la question de Michel, alors je sais, oui, enfin la remarque plutôt de Michel, c'est vrai que pour cette notion-là, il y a aussi quelque chose qui m'intéresse, c'est que une des raisons pour laquelle les patients sont souvent satisfaits avec le diagnostic de trouble bipolaire et la catégorie telle qu'elle est, c'est que d'un côté, ça les déresponsabilise, parce que le fait de dire c'est pas vous, c'est vos gènes, ou la dimension bipolaire n'a seulement à voir qu'avec la biologie, ça les déresponsabilise, et en même temps, ils sont rendus responsables de leur traitement, de la manière dont ils vont surveiller leur rythme biologique, etc. Donc moi, je pense qu'il y a quand même un peu disons que la dimension d'empowerment peut jouer de manière un peu perverse sur cette question-là, parce qu'en fait, on rend les individus autonomes, mais par rapport à des normes qui sont prédéfinies. C'est-à-dire qu'en fait, c'est tout ce qu'a les travaux d'Alain Ehrenberg autour de la santé mentale comme condition, en fait, ce qu'il appelle la subjectivité actuelle comme la subjectivité, l'autonomie condition. En fait, c'est l'idée qu'on va prôner l'autonomie des individus. Donc là, ici, la manière dont le patient va prendre en charge sa pathologie, mais aussi en fait par rapport à des normes sociales qui sont préétablies. C'est-à-dire qu'en fait, on demande à l'individu d'être autonome dans la prise en charge, mais par rapport à un cadre qui est le cadre là je parle vraiment des troubles bipolaires, hein, de la surveillance de ses rythmes biologiques, de la surveillance de ses quantités d'humeur, etc. Et qu'il n'est pas forcément libre de choisir le type de psychothérapie, le type de thérapie, ou de demander... En fait, on ne lui suggère pas forcément, par exemple, d'avoir une possibilité de psychothérapie, etc. Et donc, je trouve que, voilà, en tout cas, c'est des questions qui m'intéressent. Je n'ai pas non plus de réponse définitive là-dessus. Mais c'est vrai qu'on met souvent la catégorie des troubles bipolaires en avant dans le fait que par rapport à la psychose maniaco-dépressive, elle serait moins stigmatisante pour le patient. Mais en fait, parce que on considère que, voilà, puisque c'est biologique, c'est pas de la responsabilité de l'individu. Ça ne veut pas dire pour autant que si on va chercher du côté de la signification pour le patient, etc., c'est forcément une culpabilisation de l'individu. C'est plutôt qu'on cherche à rendre sens de ces variations d'humeur. En tout cas, c'est une question qui m'intéresse. Est-ce que véritablement la psychiatrie telle qu'elle fonctionne dans ce paradigme-là est vraiment une autonomisation des patients, et autonomisation par rapport à quoi? Et peut-être que la question en fait fondamentale aussi ici, c'est la question de la liberté, c'est-à-dire quelle est la liberté du patient de pouvoir avoir accès à tel ou tel type de soins, quelle est la liberté du patient diagnostiqué bipolaire de pouvoir de donner sens à ces variations d'humeur si on considère d'emblée
que ces humeurs n'ont pas de sens, mais que c'est simplement une conséquence d'un défaut de neurotransmetteurs. Voilà. Enfin, en tout cas, cette question, je pense, c'est une question qui est à creuser. Pour l'instant, je n'ai pas plus que ça développé, mais je pense que cette question du rapport autonomie, liberté, etc., est une question importante. Il y a encore une question. Est-ce qu'il y a une question, remarque? Oui. Je peux poser une question? Dernière. Patrick, vous m'entendez? Oui, je pense qu'on vous entend. Moi, en vous entendant, j'ai très peu de connaissances sur la maniaco-dépressive, mais ça m'a renvoyé à une autre problématique psychiatrique, qui est la problématique de l'anorexie-boulimie. Et je trouve qu'il y a beaucoup de similitudes dans ce que vous dites, parce que j'avais étudié ça il y a un certain nombre d'années, dans ce passage d'un excès à l'autre. Et là, vous avez par contre un cadre qui est assez clairement défini, qui est le poids et la viabilité de quelqu'un qui passe en dessous d'un certain poids et qui perd sa capacité à vivre. Et dans l'autre cas, la capacité à se remplir sans avoir de limite. Et ma question, c'est est-ce que vous avez regardé cette pathologie de cette nature? Et ça me renvoie aussi à une vision plus scientifique, si vous voulez, de la place du 0 et du 1. Et comment le 0 et le 1 peuvent être considérés comme des signes indépendants, ou comment des signes qui peuvent avoir une grande signification si on les ordonne. Et voilà, c'était une réflexion que je voulais partager avec vous. Eh ben, merci beaucoup de votre remarque, dont je connais très peu, enfin en tout cas, je connais comme tout un chacun, on va dire, mais je n'ai pas de connaissances précises sur l'anorexie et la boulimie. En tout cas, ce qui est sûr que dans les troubles bipolaires, c'est vrai qu'à un niveau plus général, je pense qu'on peut dire que la variation d'humeur entre les troubles, entre la dépression et la manie ont quelque chose à voir avec le désir de vie et de mort, avec Eros et Thanatos. En fait, on peut dire des choses très générales qui, à mon avis, en fait, ce sont des questions psychiques de toute façon fondamentales pour tout être humain et évidemment ont à voir avec d'autres types de pathologies. Donc, en fait, ces oppositions-là qu'on va retrouver entre mort, vie, excès, manque, désir, absence de désir. Anorexie, ça veut dire absence de désir en grec. Hein. Évidemment que ça se retrouve, puisqu'en fait, c'est des questions psychiques fondamentales et ça se retrouve dans plusieurs pathologies. Enfin, voilà, c'est ce que je peux en dire à un niveau très, très général. Eh bien, merci beaucoup, Anne, pour tout ça. C'était très éclairant. Ça a ouvert énormément de pistes, hein, avec un point de vue éthique et critique constant que je trouve très beau, très appréciable. Avec le souci d'une information aussi, d'une vraie analyse. Donc, voilà, je trouve le mélange très harmonieux et stimulant. Merci encore. Je rappelle que nous avons aussi une séance qui est prévue le 12. Je vais essayer de ne pas être exact. Voilà, le 12 avril, sur 2 interventions autour de la question « Quelle méthode pour la psychiatrie ?» Merci beaucoup et bonne soirée à tous. Merci. Merci beaucoup. Merci.